L'un de mes plus gros traumatismes dans le système éducatif a été les enseignants. Et ça a empiré quand je suis arrivé à l'université parce que ces derniers se prenaient littéralement pour des dieux. Je me rappelle une fois, un camarade avait émis une réflexion et le professeur lui avait dit « Ferme ta bouche, avec ton petit bac, tu ne peux rien dire ». Pour cet enseignant, la valeur de la réflexion repose sur le diplôme. Quelle stupidité! Je me disais que c'était un cas isolé, mais j'ai réalisé avec beaucoup d'effroi que trop de personnes pensaient comme ça et que trop de personnes étaient comme ça, surtout nos enseignants. Ça a été une des 6 raisons pour laquelle je suis très vite sorti de ce système. Et aujourd'hui, nous allons parler des intellectuels africains. Je sais qu'il y a parmi vous des enseignants, donc c'est ensemble que nous allons réfléchir sur la question des intellectuels africains. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Est-ce qu'on peut confier l'avenir du continent à ceux qu'on appelle aujourd'hui en Afrique des intellectuels? Sur le continent, on a l'habitude d'attribuer à ceux qu'on appelle intellectuels ou élites la responsabilité de réfléchir ou du devenir de l'avenir de nos nations. Mais pour qu'on puisse attribuer à des intellectuels la responsabilité de quoi que ce soit, il faut déjà que ces intellectuels existent. L'intellect, c'est la capacité d'analyser, de comprendre et de saisir le sens des choses grâce à son intelligence. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait fonctionner son intellect, son cerveau, quelqu'un qui pense, qui réfléchit et utilise son intelligence pour comprendre les choses et y apporter des réponses, des solutions et agir efficacement sur les problèmes que nous rencontrons. Voilà pourquoi les personnes qu'on appelle intellectuelles sont censées publier par exemple des livres où ils écrivent leurs pensées, ils sont censés faire des analyses très poussées sur des sujets, ils font des conférences où ils parlent et partagent leurs idées, ils doivent élaborer des théories et apporter des solutions pratiques dans divers domaines. On est donc d'accord qu'un intellectuel n'est pas celui qui a eu le diplôme parce que pour pouvoir faire ça, tu n'as pas besoin de diplôme. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui a de l'argent ou qui a un grand poste dans une grande entreprise. Tout le monde a un intellect. Ça signifie que tout le monde peut être intellectuel en utilisant son cerveau pour comprendre les choses et proposer des solutions aux problèmes qui nous entourent. Puisqu'on a presque tous, j'insiste sur presque tous parce qu'il y a certains, tu as l'impression qu'ils font semblant mais en fait ils n'ont pas d'intellect. Puisqu'on a presque tous, bon là je parle surtout de ceux qui sont malades, voilà. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont un retard et ça les empêche donc de comprendre le monde. C'est surtout de que je parle quand je dis presque tous. On continue. Puisqu'on a presque tous un intellect et que nous pouvons être presque tous des intellectuels, quel est donc le rôle de la formation scolaire et universitaire? Ou alors je vais reformuler. Quel est le rôle de la formation tout court? Pas scolaire et universitaire. À quoi sert la formation tout court? Le rôle de la formation, c'est d'apporter un cadre, un contexte avec des informations qui permettront à son intellect, à l'intellect de l'individu que l'on enseigne, de fonctionner en ayant une base de données de réflexion et en tenant en compte cette base de données dans un contexte précis. L'intellectuel formé va maintenant tenir compte de ces informations, des informations qu'il a reçues durant sa formation, s'informer encore plus lui-même, approfondir ses connaissances, afin de toujours mieux affiner son raisonnement et apporter des solutions toujours plus adaptées. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème majeur qui se pose. Les informations données dans les formations actuelles que les Africains reçoivent sont majoritairement calquées sur le modèle occidental. Or, le but de l'intelligence, c'est de résoudre les problèmes dans son environnement. Comment pouvez-vous résoudre les problèmes de votre environnement si vous ne maîtrisez que l'environnement d'autres personnes? C'est un peu comme si un renard, un animal qui vit dans une forêt, n'avait en mémoire que les techniques de suivi des fennecs. C'est une sorte de renard mais qui vit dans le désert. C'est insensé, n'est-ce pas? Vous trouvez ça incongru et totalement stupide. Parce que celui de la forêt doit être adapté aux problèmes et aux réalités de la forêt. Et celui du désert doit être adapté au mode de suivi et aux problèmes et aux réalités de son milieu qui est le désert. C'est donc ce qui se passe en Afrique. Les cadres et les contextes sont si limités que les gens ne sont que formés dans des sortes de barrières qui ne laissent pas place à leur intelligence, à leur intellect. On leur dit comment penser, comment réfléchir, comme de bons petits occidentaux.
On leur impose un raisonnement au lieu de leur donner des informations, de leur donner de la connaissance et le cadre. Ensuite, les laisser penser et raisonner d'eux-mêmes. Par conséquent, donc, la réflexion et l'intelligence ne fonctionnent pas chez ces gens-là. À ce moment, donc, la formation n'est plus une réelle formation, mais plutôt un formatage. Et c'est donc la raison pour laquelle, vu que visiblement l'intelligence ne fonctionne pas, les gens maintenant ne jugent plus l'intellectuel sur son intellect, sur l'intellect, sur sa capacité de raisonner et d'apporter des solutions concrètes et pragmatiques, mais au contraire mettent de la valeur dans le fait qu'il soit allé à l'école et ont eu des tonnes de diplômes. Trop souvent, on pense même que c'est celui qui est allé à l'école, celui qui a fait des études, qui est doué d'un intellect, d'un raisonnement, d'une pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle intellectuel, n'est-ce pas? Mais dans le contexte actuel où beaucoup de formations sont calqués sur le modèle occidental et où beaucoup de Noirs vont en Occident pour se former, quel est le profil de celui qu'on appelle l'intellectuel africain aujourd'hui? L'intellectuel africain actuel est un Noir qui, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, a suivi des formations calquées uniquement sur les modes de pensée et les modèles occidentaux. Cela qu'il soit né en Afrique ou même en Occident. Et dans la formation à la sauce occidentale, c'est l'Occident qui se met en avant, ce qui est parfaitement normal. Et les formations à l'occidental sont destinées à l'origine, à la base, à des occidentaux et non aux autres. Nos formations ne nous forment pas au contexte africain parce que nous avons à cœur des gens comme Thalès, Socrate, Nietzsche, Platon, Descartes et d'autres. Là, nous n'avons à cœur que le monde occidental. C'est la vision occidentale du monde et des choses que nous avons. L'Africain apprend par exemple la vision officielle occidentale au sujet du monde et au sujet de l'Afrique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand dans la formation occidentale, on lui dit que l'Afrique est pauvre, lui aussi va dire bêtement qu'effectivement, vous êtes pauvre en Afrique. Je me rappelle d'un live que j'avais vu, je ne vais jamais oublier ce live, où un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire discutait avec un Sénégalais vivant en France. Et dans la conversation, le jeune homme qui était en France, le Sénégalais d'origine, mais il est né en France, il a grandi en France, disait à l'Ivoirien, mais vous avez de l'électricité là-bas? Donc, waouh, c'est incroyable, parce que pour lui, c'était complètement impensable, vu qu'on lui a enseigné toute sa vie, depuis qu'il est tout petit, que l'Afrique, c'est la Cambrousse ultime. Quand on nous enseigne la pensée de Heidegger par exemple, qui dit que dès qu'un humain vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir, ils sont juste en train de nous enseigner leur monde, pas le nôtre. En Afrique, tu dois avoir vécu longtemps pour qu'on accepte ta mort. Je peux citer plein d'autres exemples de ce genre. Pourquoi celui qu'on appelle l'intellectuel africain donc ne pense pas les choses à l'africaine? Tout simplement parce qu'il n'apprend pas grand-chose sur son continent dans la formation à la sauce occidentale à laquelle il a été baigné toute sa vie. Preuve de ce que j'avance, c'est déjà l'expérience personnelle de tout jeune africain. De la maternelle jusqu'à l'université, on ne lui apprend rien de concret sur son continent. Ensuite, un autre exemple de ça, c'est chercher l'histoire de l'Europe sur Internet. Vous verrez des centaines de millions de vidéos, d'articles, de publications, d'études, de livres, d'analyses et de reportages. Maintenant, cherchez l'histoire de l'Afrique. C'est à peine si vous allez trouver quelque chose de significatif. Et quand tu veux même partager ce que tu trouves, tu es censuré ou tout simplement on t'insulte. Comme si c'est le moment de cacher notre histoire. Alors, ces modèles occidentaux qui sont enseignés à nos hommes diplômés font en sorte qu'ils n'ont aucun repère sur eux-mêmes. Au fond, ils ne servent littéralement à rien du tout. De grande gueule, inutile. Il est lettré et savant de tout dans la culture des autres, mais il est illettré et analphabète dans sa propre culture. Il ne connaît ni ses sages, ni ses savants, ni sa philosophie, ni sa spiritualité, ni ses valeurs, ni ses principes, ni ses systèmes politiques, ni ses systèmes économiques, ni son histoire. Nous avons plein de gens qui nous parlent de la Renaissance avec fierté, parlent de la Renaissance européenne avec fierté, plein de gens qui nous parlent de l'histoire fictive des Juifs, comme si c'était des témoins oculaires. Sans oublier tous ceux qui nous racontent les dires du prophète à la virgule près, comme si c'était eux leur scribe. Une chose qui m'avait d'ailleurs effaré, c'est que le chef de département de l'université où j'étais, c'était un pasteur. Et le pire, c'est qu'il voulait me donner des leçons sur la méthode scientifique. Quelle indignité, quelle humiliation. Je n'ai pas pu me résoudre à l'écouter, je suis sorti de l'amphi. De quel droit est-ce que cet assimilé veut m'adresser la parole? Comment est-ce qu'on peut être un intellectuel africain sans connaître le contexte africain de l'histoire, de la philosophie et de la culture? Comment penser et réfléchir intellectuellement l'Afrique sans connaître l'Afrique? Et ce monsieur veut me donner des leçons. Sur quoi? C'est un peu comme si vous me demandiez de régler le problème de la famille Smith. Alors que tout ce que je connais de la famille, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Voilà le problème. On ne peut pas vraiment penser, réfléchir intellectuellement et apporter des solutions appropriées sur quelque chose dont on n'a pas la véritable information.
C'est un peu comme si je veux régler la situation des poissons dans la mer actuellement ou en eau profonde. Qu'est-ce que je connais de l'eau profonde? Et vous allez voir donc que malgré leur méconnaissance du sujet de l'Afrique, il y a quand même des gens qui vont se donner le courage d'aller proposer des solutions hors sujet, hors cadre et hors contexte. On va nous sortir des inepties du genre « il nous faut de bonnes élections ». Nous devons imposer le français et l'anglais à l'ensemble de la population. Alors qu'il est évident que c'est stupide de réfléchir à quelque chose que l'on ignore. Et par la suite, on va s'étonner que toutes leurs solutions ne marchent pas. Puis on va commencer à dire que l'Africain refuse le développement. Alors que les modèles de développement que ces gens nous proposent sont totalement inadaptés. Ce qu'il y a donc en majorité en Afrique, ce ne sont pas des intellectuels africains, comme l'était Cheikh Anta Diop par exemple. Ce sont des intellectuels occidentaux à peau noire. Et ces intellectuels occidentaux à peau noire ont la même ignorance volontaire ou involontaire que les occidentaux ont au sujet de l'Afrique. Et après, ils détruisent l'Afrique de l'intérieur en continuant à appliquer les modèles venus d'ailleurs. C'est seulement leur peau qui nous fait penser que ces gens sont africains. Et j'en parle en connaissance de cause. J'ai été élevé par ces intellectuels. Eh bien, ces intellectuels occidentaux à peau noire continuent aujourd'hui encore. Ils continuent encore aujourd'hui à sévir et à s'en prendre à nos vraies élites, à nos vrais intellectuels, aux gens qui apportent vraiment des solutions, comme les occidentaux d'ailleurs l'ont fait autrefois et continuent même encore de le faire aujourd'hui, grâce à leur appui de surcroît. Voilà pourquoi lorsque une véritable élite africaine, de véritables intellectuels apparaissent au grand jour, se mettent au grand jour et expliquent des choses et apportent des solutions concrètes et intéressantes, ces intellectuels occidentaux à peau noire les persécutent ou encore les éliminent. Exactement comme l'ont fait les occidentaux, comme ont fait les occidentaux avec nos ancêtres dans nos royaumes, dans les royaumes africains. Et récemment encore dans l'histoire, c'est ce qui a fait en sorte que Nkrumah, Sankara ou Lumumba et bien d'autres encore soient persécutés et éliminés. Tous les Africains qui pensent véritablement l'Afrique sont persécutés. Cheikh Anta Diop, que j'ai cité tout à l'heure, a été persécuté par le président Senghor pendant 20 ans. Il a subi des menaces de mort à plusieurs reprises. Il a été arrêté et mis en prison à plusieurs reprises par Senghor, sans jamais abandonner ses recherches ou encore ses combats. Les égyptologues et scientifiques africains aujourd'hui encore sont persécutés. J'ai récemment vu une interview de Mbok Basson où il disait que Obenga lui avait demandé d'être très prudent, de faire preuve d'une extrême prudence. Et donc il disait que quand il a commencé à dire la vérité et à enseigner l'Afrique avec ses collègues, avec certains de ses collègues, beaucoup d'entre eux sont morts ou alors ont fini handicapés. Il prend l'exemple d'un de ses collègues qui a perdu la vue. D'ailleurs, je me rappelle, lors de la première conférence de Mbok Basson auquel j'ai assisté, il avait insisté, quand il nous a invités, de n'en parler à personne. Le monsieur n'est pas sur WhatsApp et il fuit les réseaux sociaux. Preuve qu'il n'est pas libre de s'exprimer comme bon lui semble. Donc, actuellement en Afrique, nous avons de faux intellectuels. Beaucoup de gens à qui nous confions le destin de nos nations ne pourront pas apporter des solutions dont nous avons besoin et des solutions adaptées. Et ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'intègrent pas la vision africaine, la perception africaine dans leur modèle de pensée. Nos vrais intellectuels africains sont persécutés et souffrent. D'ailleurs, actuellement, la chaîne est même shadowban sur certains sujets parce qu'on partage justement les réflexions de ces intellectuels-là. Donc, on compte sur vos partages, c'est important. Pourquoi on est sur le continent de véritables élites africaines qui pensent à l'Afrique en tenant compte du contexte africain? Il faut qu'on apprenne l'histoire, la culture et la spiritualité africaine. C'est un défi majeur pour la renaissance africaine. Je parle ici de l'éducation. C'est l'éducation des populations africaines et de sa diaspora, donc de la diaspora africaine, qui représente d'ailleurs la diaspora la plus nombreuse dans le monde, sur la base, donc leur éducation, sur la base du contexte africain, qui sortira les enfants du continent de partout où ils se trouvent de l'ignorance et de l'aliénation. C'est l'éducation qui nous permettra d'avoir des intellectuels africains qui seront vraiment utiles au devenir du continent. On va s'arrêter là pour ce podcast. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis, on discute là-bas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.